C'est l'heure du sonneur. Et oui, en l'espace à peu près d'une semaine et demie, de nombreuses informations nous sont tombées et finalement, quand on les relit, elles montrent qu'il se joue quelque chose, même sûrement beaucoup de choses, pour ces laboratoires à l'origine des vaccins à ARN messager. Je vous redonne un petit peu les dates, hein. Vendredi 3 mai, le New York Times, ça c'est considérable, hein, publie un dossier spécial de 29 pages, le résultat d'une enquête d'un an par une journaliste sur les effets indésirables des vaccins et ses plaignants que personne ne souhaite entendre. Des témoignages de victimes sont nombreux, ceux de grands spécialistes et notamment celui, on va y revenir après, d'une dirigeante de la FDA, la Food and Drug Administration. Voilà, des témoignages très très forts qui confirment non seulement qu'il y a des effets indésirables très graves qui ne sont pas pris au sérieux volontairement par les agences de sécurité américaines, et puis qui confirme également l'existence des 13 000 réclamations non traitées pour blessures liées au vaccin après des années de silence. Ce chiffre aussi est donné dans cette enquête considérable de 29 pages, une enquête d'un an, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, un aveu donc pour le New York Times qui met en lumière toutes les lacunes, pour ne pas dire les défaillances, hein, des systèmes conçus pour soutenir normalement les personnes affectées par ces vaccins contre la Covid-19. Ça, c'était vendredi 3 mai, ce grand dossier du New York Times. Ensuite, mardi 7 mai, le laboratoire britannique AstraZeneca retire officiellement son vaccin anti-Covid, le Vaxzevria, du marché mondial. Ça, c'est une révélation du journal britannique The Telegraph. Officiellement, donc selon le communiqué du laboratoire, ce vaccin est retiré parce que les ventes ont chuté, hein. En gros, il y avait trop d'offres, donc pas assez de demandes, donc nous, ça ne nous intéresse pas. Officieusement, évidemment, enfin peut-être, on va dire, parce que le laboratoire est visé par une action collective importante au Royaume-Uni, devant la Haute Cour de justice britannique quand même. Son vaccin est appliqué dans au moins 81 décès à cause d'effets secondaires rares et dangereux. Et puis également, information du Télégraphe tombée un peu plus tôt le 28 avril, où ils mettent justement les informations de ce document transmis par la Cour de Londres. Eh bien, AstraZeneca reconnaîtrait, selon le Télégraphe, un des liens juridiques avec les effets secondaires, un revirement, selon le Télégraphe toujours, apparent qui ouvrirait un dédommagement légal des familles. Et donc là, ce serait vraiment très très important pour la justice, évidemment, pour tous ces décès, puis pour la vérité. Ça, c'était donc le 7 mai, The Telegraph. Et puis, vendredi 10 mai, c'est au tour de Sanofi de renoncer à son vaccin anti-Covid, toujours selon le communiqué officiel du laboratoire pour des raisons commerciales. Peut-être que pour Sanofi, d'ailleurs, c'est la raison principale. Le groupe français a annoncé qu'il allait désormais commercialiser son concurrent américain, Novavax, vaccin Covid. Et là, c'est intéressant quand même, hein, toujours dans la formation de leur communiqué. Il va tenter de combiner son vaccin Novavax Covid avec les vaccins contre la grippe. Donc on voit déjà aussi ce qui se met en place. Et puis pour finir, hein, dimanche 12 mai, donc dimanche dernier, à l'occasion du 7e sommet Choose France, hein, qu'on nous a tant vanté, qu'Emmanuel Macron a tant vanté, dont le succès est incroyable, plusieurs groupes pharmaceutiques, dont l'américain Pfizer et le britannique AstraZeneca, donc là on les retrouve, ont annoncé s'engager à investir au total plus d'1 milliard d'euros supplémentaires dans la santé en France. Microsoft, alors c'est pas un laboratoire, a également annoncé investir beaucoup en France. Pfizer veut également poursuivre ses investissements dans la fabrication des produits pharmaceutiques en France, nous dit-on. On nous dit déjà que Pfizer emploie 1000 personnes en France. Elle veut consacrer 40% de ses investissements en recherche sur l'oncologie, donc tout le traitement des cancers. AstraZeneca a annoncé de son côté un investissement de 388 millions de dollars, donc 360 millions d'euros, pour développer et rendre plus vert l'ensemble de la production dédiée aux maladies respiratoires. Voilà ce qu'on apprend sur les annonces donc pour Choose France en France de ces deux laboratoires. Alors, il y a du désaveu et puis il y a des nouveaux engagements financiers. Comment comprendre tout cela? Eh bien, je suis très heureuse d'en parler avec Alexandra Orion-Caude. Bonjour Alexandra Orion-Caude. Bonjour Clémence, vous Et m'entendez parce que oui, mon ordinateur est gelé. ah, et ben, on vous entend très bien et on vous voit très bien également. Merci Bon, beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur scientifique spécialiste de l'ARN, fondatrice de l'Institut de recherche Simplissima et auteur de cet ouvrage Les apprentis sorciers, tout ce que l'on vous cache sur l'ARN messager aux éditions Albin Michel. Alors justement, on nous a beaucoup caché malgré tout. Alors, première
premier point d'interrogation, on a quand même l'impression là qu'il y a des vérités qui éclatent, et même dans les médias les plus mainstream, comme on a l'habitude de dire. Je risque d'être un tout petit peu moins enthousiaste que vous, chère Ouais. Clémence, parce que on entend dans tous vos effets d'annonce, que vous nous rapportez, Mmh. euh, à la fois des abandons et puis des remariages Tout à fait. à chaque fois avec des gros laboratoires, Mmh. des grosses entités qui ont une grosse puissance de distribution et des petits laboratoires qu'on appelle les biotech, qui ont des technologies. Et donc, effectivement, de là à être enthousiaste, eh bien, je pense qu'il faut quand même comprendre que pour le moment, la, la danse à nous expliquer que finalement la médecine et la santé se résument à développer des vaccins et à les injecter aux gens n'a pas du tout l'air de prendre du plomb dans l'aile, même si effectivement certaines vérités incachables sortent au grand jour. Mmh. Alors déjà, moi j'ai une petite pensée pour tous ceux qui ont pris une dose d'AstraZeneca, notamment mes compatriotes aussi anglais, Oui. qui sont fait tous injecter avec du AstraZeneca. Et AstraZeneca, donc ce vaccin ne peut plus être utilisé dans l'Union européenne. C'était les faits d'annonce après que l'entreprise a volontairement retiré son autorisation de mise sur le marché. Et donc, moi, j'aimerais déjà savoir s'il fallait mieux, enfin, moi, je me mets à la place toujours des gens, fallait-il mieux se faire injecter du Moderna ou de Pfizer? Est-ce que c'est ça qu'on est en train de dire? Mmh. Eh bien, vous le savez, Clémence, et vous m'avez un petit peu suivi, depuis le début, je m'évertue à expliquer que vacciner n'était pas une bonne idée parce que Mmh. cela risquait de faire une maladie renforcée et quel que soit le vaccin. Alors, vous me direz que ben, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Alors, question ivresse, bah, c'est sûr que on a été servi quel que soit le flacon, et j'en veux pour preuve cette étude danoise qui est la seule à avoir fait un essai randomisé contrôlé en rassemblant toutes les données et à nous révéler que contrairement à AstraZeneca, avec les ARN messagers, vous augmentiez vos chances de mourir par rapport aux non vaccinés. Oui. Donc, vous voyez, en fait, c'est pour ça que je vous dis qu'on n'est que dans des effets d'annonce, c'est-à-dire que si on se base sur cette étude danoise publiée dans Lancet, eh bien, il y a tout lieu de penser que valait mieux plutôt, entre deux mots, choisir l'AstraZeneca. Je pense qu'entre deux mots, il ne faut jamais choisir un mal, Oui. mais bon, c'est voilà. Donc, question flacon, qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez en fait un OGM de singe qui était avec probablement quelques cellules d'embryons humains rendus immortels. Ça, c'était le AstraZeneca. C'était un OGM parce que c'était un organisme génétiquement modifié, un adénovirus génétiquement modifié. Et l'autre, c'était une instruction avec un code génétique modifié aussi, contaminé par de l'ADN, et on a une certitude désormais, et qui peut produire tout autre chose que le produit qu'on vous a dit qu'il produisait dans votre corps. Alors, vous imaginez bien que il ne s'agit pas de choisir l'un pour l'autre ou l'autre pour l'un. On est dans tous les cas de figure on était dans une programmation d'un ratage annoncé. Mmh. Il y a eu des destructions, il y a eu des doses, 1 million de doses qui avaient été détruites au Nigeria très tôt, hein, je crois dès 2021, dès 2021 d'après Reuters. Il y Pour a eu 4 milliards l'AstraZeneca, d'euros, oui. ouais, ouais, AstraZeneca, 4 milliards d'euros gaspillés au niveau européen selon Politico, et autant de morts enfin, en 15 ans de vaccination, d'après les bases de données américaines, comme nous l'avait rappelé Martine Venner. Mmh. Mais tout cela, c'est en plus, il y a en plus, vous avez rajouté dans cette catastrophe des données inchiffrables. Par exemple, la destruction des systèmes immunitaires, la Oui. destruction des plaquettes,
comme on le voit pour AstraZeneca, la destruction de microbiotes, donc les bactéries qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, tout ce qu'on voit là, c'est un échec du laboratoire, des laboratoires, mais c'est aussi l'échec des financeurs. En l'occurrence, la première étude d'AstraZeneca, qui a été publiée, elle était financée par Bill et Melinda Gates. Mmh. C'est important de le souligner. Oui. C'est l'échec des organismes de sécurité, notamment l'Agence du médicament européen, et c'est aussi l'échec pour les gens qui sont allés à contre-cœur se faire injecter, où ils voient que l'autorisation du produit est carrément retirée. Oui. Donc c'est l'échec de toute une politique menée depuis 2019. Et en plus, l'Agence européenne, dans le même timing, a déclaré que tous les vaccins monovalents qui ne traitent que la souche originale de Wuhan seraient retirés. Sauf que depuis le début, on sait très bien que la souche de Wuhan n'a jamais circulé chez nous. Donc vous Ouais. voyez que tous ces effets d'annonce sont à reprendre Mmh. dans une globalité, à mon avis, plus importante, qui laisse voilà, qui pose la question: est-ce qu'on a appris quelque chose de ce qui s'est passé? Oui. Et là, c'est l'article du New York Times dont vous avez parlé. Oui, alors justement, je vais donner quelques informations comme sur cet article du New York Times avant de reprendre en effet le schéma global. Parce que c'est vrai qu'il y a. On pourrait se contenter, comme vous commenciez à le dire, on doit relativiser. Il y a quand même des victoires, entre guillemets, avec ces produits retirés du marché. Est-ce que ça veut dire que la population elle-même commence à être lucide, puisqu'ils disent c'est un échec commercial, ça veut dire qu'elle ne veut plus se faire vacciner de ces produits-là. Ou est-ce que c'est parce que justement eux-mêmes ont compris qu'ils allaient avoir tellement de retours et d'attaques légales, juridiques contre leurs produits pour des effets indésirables que finalement ils préfèrent eux-mêmes retirer leurs produits. Enfin, dans tous les cas, ça montre tout de même une forme de désaveu. C'est pour ça que c'était intéressant. Mais comme vous le dites, il y a aussi d'autres informations et il faut prendre tout ça dans sa globalité. Alors, mais revenons un tout petit peu sur le New York Times. Moi, je voulais juste citer la Janet Woodcock, qui est l'ancienne dirigeante de la Food and Drug Administration, qui a indiqué qu'elle pensait donc que certains receveurs avaient des réactions graves qui changeaient leur vie au-delà de ce qui était reconnu par les agences fédérales. Et elle dit quand même: je suis déçue de moi-même, j'ai l'impression de ne pas avoir bien réagi. Voilà, et cette personne qui était donc responsable de l'agence nationale, fédérale pour le coup aux États-Unis, d'administration des médicaments. Donc on est vraiment là avec une personne très très importante qui reconnaît dans le New York Times qu'elle a fait une faute. Ça reste très important. Surtout publié dans le New York Times. Là, à nouveau, vous voyez, je remarque que ceux qui s'expriment, Oui, c'est ceux qui ont quitté leur fonction. oui, Et ça, c'est quand même ennuyeux parce qu'en fait, nous, on aurait besoin de gens qui sont en fonction, oui. qui s'expriment en disant que effectivement, on a un problème et que on n'a jamais vu cela de toute l'histoire de la médecine, de l'administration de médicaments ou de vaccins. Donc, je crois que, vous savez, Clémence, s'il y a vraiment moi une chose que j'ai apprise à faire pendant cette crise, c'est vraiment de faire attention à la forme et au fond. Mm. Dans cet article du New York Times, il y a la forme. La forme, c'est déjà un titre qui est assez particulier, où on nous dit que des milliers de gens croient Oui, avoir été abîmés, oui. Sans être été entendu. abîmés Oui, par les vaccins Covid. oui, Ils c'est vrai. ils croient. Alors d'abord, c'est que des milliers, Mm. donc ça correspond pas du tout à la réalité des bases de données dans tous les pays du monde, y compris aux États-Unis. Donc c'est, non pas des milliers, mais c'est des centaines de millions, des centaines de milliers, voire des millions d'effets secondaires, plus ou moins graves qui sont rapportés. Donc vous voyez que déjà, il y a une minimisation d'un facteur, de facteurs Oui, important, on va dire, de facteur 1000 au bas mot. Donc ça va pas. Ensuite, et ils croient
Donc en fait, bon, bah, vous savez, c'est gentillet quand on croit des tas de choses hein, qui nous arrivent et puis en Oui, c'est fait, vrai. il n'en est Mm. rien. Et donc ça, c'est quand même dès le titre. Autrement dit, vous qui croyez avoir des effets contre le Covid, vous êtes un affabulateur. Et donc, il faut quand même faire entendre cela. Et d'ailleurs, ce Même journaliste, si le il faut contenu tout aussi... de même est différent. Enfin, on entend des personnes qui sont des médecins, etc. Et on recueille vraiment leurs paroles. On n'est pas que sur sur Oui, de la alors croyance. justement, c'est intéressant. Ils nous mettent trois témoignages, en gros, de scientifiques Mm. qui manifestent des signes qui ne sont même pas reconnus aux États-Unis, qui sont notamment les acouphènes. Oui, tout à fait. Voyez? Et donc, vous voyez, en fait, c'est tout le temps une Mm. guerre de communication. C'est Mm. qu'effectivement, donc le citoyen américain dit ah oui, mais ça, de toute façon, c'est même pas reconnu, c'est même pas établi comme étant un effet des vaccins. Il parle dans cet article du triomphe de la science et de la santé publique qui aurait empêché des millions de personnes Oui. d'hospitalisation et de décès. Et il ne parle pas des millions de personnes qui ont été hospitalisées ou qui sont décédées suite à l'administration de ces vaccins. Donc, ça se contredit en permanence. Ils disent dans cet article, c'est pour ça vraiment il faut maintenant faire attention à la forme et au fond. Ils disent que des centaines de millions de personnes ont été sous la surveillance d'un système de sécurité le plus intense de l'histoire des Mm. États-Unis. Et juste après, ils se contredisent en expliquant que, justement, il n'y a eu aucun moyen réel d'identifier les effets secondaires et que ça, c'était parce qu'il y a un système de santé fragmenté dans le pays, et puis, etc., etc. Donc, Mm. et leur justification est toujours très importante parce que dans un article de France Info aujourd'hui, vous avez toujours cette même justification. Ce sont les partisans du vaccin, y compris les responsables fédéraux, craignent que même le moindre murmure d'effets secondaires possibles alimente la désinformation Mm. diffusée par un mouvement anti-vaccin au vitriol. Oui. Et ça, cet habillage du anti-vax, ce spectre du fantôme du anti-vax, il est rappelé tout le temps. Il est rappelé, j'aimerais rappeler que l'Écosse a donné ses données publiques en les stratifiant en disant vaccinés, non vaccinés. Et qu'à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait un doublement des fausses couches à la suite de l'été 2021, où ils avaient justement injecté la deuxième dose chez ces femmes enceintes. Et qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu qu'on a viré l'accès public à ces données stratifiées selon le statut vaccinal. Et quelle a été la cause invoquée? Eh bien que c'était de la faute des antivax, que cette transparence n'était plus possible parce qu'ils utilisaient les données. Ouais. C'est ça la réalité qu'il y a derrière ces effets d'annonce où on dit ah bah oui, écoutez, c'est quand même pas mal, ils commencent à en parler. Ouais, mais enfin bon, Oui. ces effets En d'annonce, on les relativisant a trop. Et depuis le vous début. considérez que c'est même presque un article qui permet de parler de quelque chose qui est tellement énorme que de toute façon on ne peut plus éviter d'en parler et qui en même temps, tout en canalisant Oui, l'effet de bombe de l'information. oui, j'en veux pour preuve les commentaires qui ont depuis été censurés, les commentaires en dessous de l'article, qui engueulaient le New York Times en disant mais c'est de la folie de laisser en fait la possibilité en gros aux antivax de dire que ce vaccin n'était pas la solution à la survie de notre humanité. Mm. Et puis finalement, ils ont clos les commentaires. Donc, on est vraiment dans cette guerre de communication. Et on l'a vécu sur AstraZeneca. En mars 2021, AstraZeneca communiquait par la voix de l'Agence du médicament européen en disant que ça réduisait probablement le risque de caillots sanguins Ouais. globalement. Mm. Oui. C'est pour... Alors, et simultanément, C'est quand au même un même comble, oui, moment, parce que c'était de l'inverse, oui. c'est un comble. Mm. Et au même moment, il y avait 8 pays, l'Autriche, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, le Danemark, la Norvège, l'Islande, qui suspendaient les doses d'AstraZeneca. Vous Ouais. voyez? Et puis, on attend quelques mois après, 3 mois après, août 2021, une équipe de Norvège qui sort effectivement ces problèmes de thrombose alliés avec un syndrome un problème de plaquettes, donc de thrombocytopénie.
qui sort dans le New England Journal of Medicine et qui finalement est le motif sur lequel il se retrouve a priori traîné devant la haute cour. Mais là, à nouveau, Oui, alors ils là, sont voilà, j'allais vous traînés. demander. Là, on peut quand Ils même sont, se voilà, donc il y a satisfaire de. 51 Oui, oui. victimes qui traînent AstraZeneca devant la haute cour. Euh, Au Royaume-Uni, ça représente 81 décès Oui. et 445 cas qui avaient été admis par les autorités régulatoires d'observation. Et sans compter, et personne n'en parlera, les 2000 cas d'inflammation du cœur qui sont aussi rapportés par le MHRA, Hmm. dont la majorité des individus s'est située entre 18 et 29 ans. Et je le rappelle, il était juste à zéro risque de Covid. Donc vous voyez, et ça, on n'en parle pas. Et donc, effectivement, la décision de retirer leur vaccin n'est pas liée au procès, non, bien sûr, hein, non, mais Oui. juste une pure coïncidence. Et c'est quand même voilà, Et alors Sanofi, invraisemblable. ouais, Sanofi, vous Alors, croyez que... ouais. nous choisissons la France. Nous choisissons la France. Ça, Ouais. c'est Maintenant, mais en fait, ils ont aussi ils ont des manies, ces gens-là. Ils utilisent tous le même langage. Hmm. Alors, nous choisissons la France, lit-on chez Microsoft. Hmm. Nous choisissons la France, lit-on sur le communiqué de presse de Pfizer, sur le site de Pfizer. Et qu'est-ce qu'on voit? Des sommes invraisemblables, 4 milliards de Microsoft s'investissant en France, 500 millions chez Pfizer, 500 millions chez AstraZeneca. Je croyais que ça allait mal. Bah, ça va pas si mal que ça. Et ils viennent de racheter une biotech française à 1 milliard aussi. 1 milliard chez Sanofi pour produire chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on voit cela? Qu'est-ce que ça veut dire nous choisissons la Oui. France? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire nous recentrons sur la technologie. Est-ce que nous devons nous réjouir à chaque fois que la médecine est déshumanisée une étape de plus et remplacée par des gigantesques business qui font des produits, mais qui finalement se contrefichent de l'effet et des conséquences et de la santé. Alors, Sanofi, prenons l'exemple de Sanofi, je suis allée regarder leurs effets d'annonce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à Neuville-sur-Saône, près de 500 millions d'euros vont être investis pour construire la première usine, tenez-vous bien, usine évolutive de bioproduction au monde pour des médicaments biologiques et des vaccins, notamment ARN messager. Ah, On les voilà. retrouve, Alors, ouais. et on les retrouve, mais alors qu'on se rassure, hein, elle sera, et c'est précisé, hein, ça sera une industrie à bas carbone Ah oui. qui répond aux standards de la certification. Ouais. Alors, vous voyez, tout va bien. Hein, là, franchement, on est rassuré. Tout de suite, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et pareil, Sanofi, Val-de-Reuil, 250 millions d'euros pour construire la plus grande unité de production d'Europe de vaccins contre la grippe et la localiser en France. Donc, vous voyez quoi? Vous voyez qu'effectivement, quand vous me dites c'est peut-être des bonnes nouvelles qu'ils arrêtent un truc et qu'ils se concentrent sur un autre, non, c'est un recentrage sur des nouvelles technologies. Et en l'occurrence, pour Sanofi, effectivement, de se recentrer sur une autre technologie d'adjuvant, de nano, à chaque fois, c'est des nanoparticules lipidiques avec un peu de cholestérol, donc avec toujours le risque de Creutzfeldt-Jakob, et qu'on met pour rentrer dans vos cellules, pour faire le forcing de vos cellules. Donc, qu'est-ce que moi j'entends quand on dit nous choisissons la France? J'entends la France est envahie par le business de multirécidivistes. Hmm. Ça a le mérite d'être clair. Finalement, pourquoi, à votre avis, la France en particulier, on a l'impression que c'était quand même un très grand succès là, dans l'investissement et autant ces laboratoires, Pfizer, AstraZeneca, autant que Microsoft, vous l'avez rappelé. Est-ce que la France est justement un terrain d'accueil particulièrement facile, entre guillemets, pour ces laboratoires ou Microsoft? Alors, à chaque fois, hein, c'est à mon avis des histoires un peu différentes. Là, je regardais pourquoi Pfizer investit en France. C'est pour faire un premier cas jamais vu jusqu'à présent. D'habitude, la FDA contrôle des essais cliniques sur son propre territoire. Oui. Pour la première fois,
ils choisissent la France comme terrain de jeu ou terrain de cobaye, vous le verrez comme vous avez Oui, envie de le voir, oui. et ils choisissent comme maladie le myélome multiple, ce qui est un cancer Un cancer, oui. particulier qu'on a vu exploser, notamment avec les pesticides, mais aussi augmenter avec ces vaccins. Alors pourquoi le myélome multiple ne pourrait pas être étudié en essai clinique aux États-Unis? Parce que, en mon avis, j'en sais rien, mais c'est une question que je pose. Aux États-Unis, c'est une maladie qui est assez connue et qui a été pas mal rendu public, notamment avec le décès de Colin Powell, qui, à sa 3e dose, est décédé d'un Covid. On nous a dit que c'était d'un Mm. Covid, jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait, il avait aussi un myélome multiple et que, en fait, on ne sait pas de la poule ou l'œuf, est-ce qu'il y a eu exacerbation, etc., etc. Et donc, en fait, eux, ils ont fait une très grosse étude sur les vétérans américains et ils se sont rendus compte qu'il y avait effectivement un risque à vacciner, à injecter, pardonnez-moi, les vétérans à cause de ce myélome multiple. Donc, du fait de cette grosse Polémique, oui. étude, Mm. étude et polémique, Mm. c'est vrai que ça ferait désordre de le faire peut-être sur le territoire américain. En tout cas, pourquoi est-ce que la FDA autoriserait pour la première fois d'étendre son terrain de jeu en France? Et y voyez-vous un bon signal? Euh, voilà. Pas Pareil forcément, oui. pour l'alliance Sanofi-Novavax, faut comprendre quand même cet adjuvant, cette matrice M, elle est propulsée par cette alliance, mais elle est propulsée par l'OMS depuis octobre 2021. Parce qu'en Afrique, c'est ce choix que l'OMS a fait de préqualifier un vaccin avec cette matrice M, donc de nanoparticules lipidiques, pour le rendre disponible bientôt, notamment au Nigeria, qui aurait donné son accord. Donc, vous voyez que tout cela, il faut le penser en santé globale, d'intérêt des laboratoires, d'une guerre économique. Et on ne comprendra rien de de ces effets d'annonce si on ne se met pas dans la peau de cette guerre économique. Et cette guerre économique, elle utilise beaucoup d'armes différentes et elle utilise notamment l'arme de la désinformation et, en ce qui me concerne, de l'invisibilisation totale, y compris sur Twitter. On arrive sur le dernier point, Alexandre Orion-Côte, que je voulais aborder avec vous, justement, cette annonce de Microsoft. Vous parlez de guerre économique et de guerre d'invisibilisation. Est-ce que c'est un hasard, encore une fois, ou est-ce qu'en tout cas, on va dire que là, on voit presque des alliés objectifs, ces laboratoires et Microsoft, faire les mêmes annonces d'investissement en France? Alors bon, ça c'est un concours de circonstances, d'inviter tous les petits copains qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, qui sont donc les plus grandes puissances économiques, ce sont eux, puisque les États étant endettés. Oui. Finalement, ceux qui sont vraiment riches, ce sont ces énormes conglomérats, notamment de laboratoires pharmaceutiques, et on les invite à Versailles. Alors ils sont contents, hein, et on leur fait un petit sommet, leur 7e sommet, et on leur dit choose France, qui veut dire choisis la France. Donc les mecs ils répondent bah ouais, on va choisir la France parce qu'évidemment on nous déroule le tapis rouge et on nous dit bah, vous n'aurez pas d'ennui. Ah, forcément, on va faire un petit effort, on va venir en France. Si vous croyez un instant que la France est un terrain d'appel pour des grosses sociétés comme ça, quand on voit les ponts qui se sont enchaînés en France, là, avec les gens qui ne travaillaient pas entre le 1er mai, le 8 mai, le 9 mai, jeudi de l'Ascension, etc., et vous continuez, eh bien, je ne crois pas un instant que nous soyons attractifs, à moins qu'il y ait des choses dont on Oui. n'est pas Au au courant. courant.
comme notamment cette Voilà. histoire de laboratoire pour Pfizer pour faire des recherches qui seraient particulièrement mal vues, par exemple aux États-Unis. C'est très intéressant, en effet, d'avoir l'envers du décor de ces pseudo-bonnes annonces. Merci beaucoup, Alexandra Orion-Côte, pour toutes ces Alors, informations. oui, Ouais. je tiens à préciser que toutes ces informations, hélas, enfin, on peut les retrouver, mais la synthèse que j'en fais, vous ne la trouverez nulle part parce Oui. que je ne peux plus l'exprimer. Et ça, c'est quand même très important. Et sur AstraZeneca, j'invite les gens, s'ils ont Twitter, à faire des recherches où on met from, donc de la part de from, deux points, sans espace, @codenrion, parce que c'était mon nom avec un grand C, un grand H, AstraZeneca. Et là, vous aurez quand même tout l'historique, parce qu'on a besoin de cet historique, parce qu'il disparaît. J'ai regardé une tribune scientifique d'un de mes collègues, le docteur Cohen, qui a disparu entre-temps. Donc, en fait, quand je vous dis une invisibilisation, mes articles scientifiques sont invisibilisés sur Internet. Donc, ça devient de plus en plus difficile de trouver l'information. C'est pour ça que je ne pense pas que je vais tweeter beaucoup, parce que j'ai peut-être plus intérêt au niveau historique à garder mon compte ouvert plutôt qu'à prendre le risque qu'il soit supprimé. Oui. Parce qu'au moins, il y a cette possibilité de rechercher. En tout cas, oui, merci beaucoup, Alexandre Orion-Côte. Et ce qui est sûr, c'est que l'information est encore difficile à trouver. Et je peux en parler. Et d'ailleurs, sur ce sujet, comme sur d'autres, hein, moi, parfois, je suis obligée d'aller chercher des informations dans des journaux africains, francophones, mais africains, parce que l'information est beaucoup plus libre ou plus ouverte que chez nous. Donc, clairement, il y a un problème de ce côté-là également. Et Alexandre Orion-Côte, vous faites partie de vous êtes une victime de cette invisibilisation, malgré justement tout ce que vous avez annoncé. Et je rappelle votre livre, au moins là, il y a des informations claires et écrites. Les apprentis sorciers, tout ce que l'on vous cache sur le ARN messager, aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, Alexandre Orion-Côte.